On a le plaisir cette fois-ci d'être en ligne avec Claude Moniquet qui nous a rejoint. Bonjour et merci à vous. Ancien journaliste et agent de renseignement français, vous êtes l'auteur et le co-directeur de l'ESSISC, l'European Strategic Intelligence and Security Center. Alors on a beaucoup de questions à vous poser. D'abord sur l'actualité du moment. On constate l'arrivée d'avions ravitailleurs américains depuis le sol américain, depuis les États-Unis, en direction de l'Europe, voire du Moyen-Orient. Comment est-ce que vous interprétez ce signal dans la configuration actuelle? Je pense que le signal est assez clair. On avait des doutes, malgré les dénégations d'un peu tous les côtés. On avait des doutes depuis vendredi sur le fait que les États-Unis pouvaient être impliqués dans les opérations israéliennes. Ils l'étaient d'une certaine manière de toute façon, puisque les Israéliens ont certainement utilisé des systèmes de localisation satellitaires américains. Ils ont peut-être bénéficié de la fourniture d'images satellitaires et la question se posait du ravitaillement en vol. Là, je dirais que les choses deviennent plus claires. Le président Trump avait déclaré ce matin ou hier soir qu'il réfléchissait à la possibilité d'intervenir dans le conflit. On semble s'acheminer vers cette configuration. Est-ce que ça voudrait dire que tout ce à quoi on a assisté ces dernières semaines, les critiques de Donald Trump envers Netanyahou, est-ce que c'était du théâtre pour montrer au monde que quelque part il n'y a pas d'autre option aujourd'hui face au programme nucléaire iranien que la force, l'action militaire? Non, je ne pense pas. Je crois, d'une part, la mésentente entre, pour utiliser un terme, un euphémisme, la mésentente entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou est très réelle. Ça revient de plusieurs sources. Deuxièmement, on sait par ailleurs que de manière générale et par principe, Donald Trump déteste la guerre et ne croit pas à la résolution des problèmes par la force. Ça, c'est une constante de sa personnalité. On le voit très bien en Ukraine. Il a cru jusqu'au dernier moment qu'il était possible d'obtenir un accord avec les Iraniens en échange de facilités commerciales et donc d'argent. Il s'est trompé, comme il se trompe très probablement, très certainement, face à la Russie, et il a été tellement, je dirais, troublé par cette erreur qu'on l'a vu, pas plus tard qu'hier, dire qu'après tout, ce serait peut-être une bonne idée que la Russie et les États-Unis interviennent pour résoudre le conflit. Alors là, quand même, c'est assez surréaliste. On voit mal la Russie qui fait la guerre à l'Ukraine depuis 3 ans, et une guerre que Donald Trump n'arrive pas à arrêter. On la voit mal devenir un faiseur de paix au Moyen-Orient. Mais ça montre bien une certaine désorientation de la politique américaine. Aujourd'hui, il semble que les choses se clarifient. Clarification également, parce qu'on parle en ce moment de tractation, d'efforts de la part de l'Iran, via le Qatar notamment, pour demander aux Américains et à Israël un cessez-le-feu. Qu'on soit clair, l'Iran ne souhaite pas la paix. Ce serait pour gagner du temps, vous pensez, pour tirer les leçons déjà de ce qui s'est passé ces 4 derniers jours, et puis ensuite poursuivre d'une autre manière peut-être sa stratégie visant à éliminer Israël? C'est une certitude absolue. L'Iran, l'Iran des Mollahs existe depuis plus de 40 ans. Depuis plus de 40 ans, sans discontinuer, l'Iran a désigné ce qu'ils appellent le petit Satan ou l'antitétionnisme, puisqu'ils ne citent même pas le nom du pays, Israël, comme étant l'ennemi qu'ils voulaient éradiquer, rayer de la surface de la Terre. Quant au programme nucléaire, depuis 25 ans, l'Iran se moque du monde, l'Iran trompe le monde entier. L'Iran a trompé les États-Unis, l'Europe, l'ONU, l'Agence atomique internationale, en disant ah mais non, notre programme est purement civil, il n'est pas militaire, mais enfin on a quand même besoin d'enrichir le nucléaire jusqu'à 60%, ce qui est totalement inutile pour une opération nucléaire militaire. Donc l'Iran a menti. L'Iran est un ennemi existentiel d'Israël. Il est évident que si l'opération militaire s'arrêtait, ce que cherche Téhéran, ce serait simplement pour gagner du temps et, je vais le dire tout à fait brutalement, et pour les Israéliens, tout serait à refaire dans 6 mois ou dans 1 an. Donc je ne pense pas que la guerre va s'arrêter. Évidemment. Encore un petit mot, Claude Moniquet, sur l'attitude des Européens face à cela, parce qu'on voit qu'il y a un soutien plus ou moins clair dans les déclarations. En revanche, côté opérationnel, il n'y a aucune action pour défendre par exemple Israël, comme ça a été le cas ces derniers mois face aux missiles iraniens. Qu'est-ce que vous pensez de cette attitude de la part de l'Europe, notamment de la France ? Je serais prudent sur cette affirmation. D'après certaines sources que je n'ai pas pu vérifier, parce que je ne suis pas en Jordanie, je ne suis pas sur le terrain, mais d'après certaines sources, des appareils français auraient pu participer ces derniers jours à l'interception de drones ou
de missiles aux côtés des appareils de l'armée jordanienne. C'est quelque chose très clairement sur laquelle personne ne communique. D'ailleurs, des porte-paroles Olivier Rafavitch, un des porte-paroles de Tsahal, déclarait ce matin sur la chaîne à laquelle je collabore en France, CNews, qu'il ne souhaitait pas commenter ces informations, pour des raisons évidentes. L'Iran a menacé directement de s'en prendre à tous les pays qui aideraient Israël, donc c'est un thème sur lequel je pense qu'il faut rester prudent, mais je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'action. Et en revanche, j'ai assisté, je dois dire avec un certain soulagement, à l'inflexion de la position française, qui a pu paraître à certains moments ces derniers mois très agressive par rapport à Israël. Or, nous avons eu ce week-end une déclaration très claire, très nette, très ferme du président Macron, qui disait premièrement, le responsable de ces situations, c'est l'Iran. Deuxièmement, l'Iran ne peut pas être doté d'armes nucléaires. Et troisièmement, nous sommes prêts à aider Israël si cela nous est demandé. Ce qui a été répété ce matin par M. Barrot, le ministre des Affaires étrangères. Donc les choses sont plus complexes qu'on ne pourrait le voir de premier abord, mais très clairement, étant donné les risques, c'est-à-dire en l'occurrence les risques d'attaque d'intérêts français ou étrangers et le risque de terrorisme en Europe, personne n'ira plus loin dans la définition de ce qui se passe réellement. Voilà, ne pas exclure donc une intervention européenne et évidemment aucun intérêt à l'affirmer ou à en parler de la part de la diplomatie française ou même britannique. Merci beaucoup Claude Moniquet pour cet éclairage en direct dans notre édition spéciale. On va retrouver à Haïfa, au nord d'Israël, troisième ville du pays, Déborah Benayoun. Déborah, rebonjour, vous êtes sur le site d'un impact et puis on a appris, vous nous disiez tout à l'heure, on a appris donc le bilan de cet impact à Haïfa la nuit dernière, 3 morts malheureusement à côté de la raffinerie, sur le site de la raffinerie hautement stratégique encore une fois du nord d'Israël. Bonsoir David, effectivement il y a eu plusieurs impacts hier soir à la suite des différentes alertes, des différents missiles iraniens qui ont été tirés. Et vous l'avez dit, on a appris il y a quelques minutes que donc les 3 personnes qui avaient été tuées à la suite d'un impact l'avaient été à la suite d'un impact sur une raffinerie de Haïfa. D'après les premiers éléments, elles auraient tenté donc de se rendre vers un abri. Elles n'y sont pas parvenues et une partie du bâtiment s'est donc effondrée sur elles. Elles se sont retrouvées piégées sous les décombres. Les secours ont d'ailleurs tenté d'arriver jusqu'à elles pendant plusieurs heures. On sait qu'un incendie également s'est déclaré et qu'elles ont probablement été asphyxiées par l'épaisse fumée qui s'est dégagée. D'ailleurs, on sent bien dans la rue, dans la ville de Haïfa, il y a une odeur quand même de soufre, une odeur assez compliquée. Il faut dire qu'ici, on se trouve dans un quartier qui a aussi été très lourdement touché par un impact dans la rue et qui a créé énormément de dégâts. Je m'écarte à nouveau. On s'est déplacé vers une autre zone de cette même rue. Vous voyez encore ces voitures dans un état de carcasses, littéralement plusieurs carcasses. Il y en a déjà plusieurs qui ont été prises en charge par les services d'évacuation, les services de secours de la mairie, mais il y a encore beaucoup de travail et pourtant les impacts d'actes d'hier soir, et vous le voyez peut-être également en arrière-plan, les bâtiments aussi qui ont été touchés, qui ont été soufflés, les vitres qui ont été soufflées. Les habitants de ces bâtiments évacuent progressivement les dégâts qui se trouvent toujours dans les appartements. Et vous voyez aussi également sur ces fenêtres, sur ce qu'il reste en tout cas de ces habitations, des drapeaux israéliens qui ont été dispatchés sur ces bâtiments qui ont été directement touchés, parce que justement il y a aussi tout de même la municipalité qui tente, si l'on peut dire, de donner un peu de réconfort à tous ceux qui ont été directement touchés. On a vu aussi beaucoup de personnes qui venaient chercher des affaires dans les appartements à l'intérieur en évacuant, puisqu'on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup de bâtiments malheureusement dans lesquels il ne pourra plus être possible d'habiter, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, et donc toutes ces personnes qui ont dû partir assez précipitamment de leur logement compte tenu des dégâts très lourds donc de la nuit dernière. Voilà, penser les plaies à Haïfa et ailleurs aussi, et puis l'urgence effectivement à reloger tous ces habitants sinistrés. Merci beaucoup Déborah Benayoun en direct de Haïfa au nord du pays. Maurice Ifirgan, je vous retrouve. Un petit mot rapide sur un élément, c'est vrai qui est un petit peu secondaire, on pourrait se dire ça par rapport à l'actualité brûlante du moment, mais quand même la bourse de Tel Aviv, eh bien elle est en hausse en ce moment. Quelle confiance par rapport à l'avenir. C'est pas marginal, David. Vous savez mieux que moi que c'est un point central. Dès le moment où une bourse est en hausse, ça veut dire qu'il y a la confiance des investisseurs, la confiance du public et surtout un certain vent d'optimisme. Et bien c'est ce qui arrive aujourd'hui à la bourse de Tel Aviv. Le Tel Aviv 35 est en hausse de 1,81, le Tel Aviv 125 de 0,2% et le Tel Aviv des banques de 0,16%.
10%. Vous voyez que déjà, ça baisse pas. Ça baisse pas, et non seulement ça baisse pas, mais ça augmente. Par contre, sur les marchés financiers, le dollar, lui, est en baisse de 4%. Il se négocie à 3,47 shekels, et l'euro, lui aussi en baisse de 3%. Il se négocie à 4,03 shekels. Ça veut dire que finalement, il y a un vent de confiance qui souffle sur le pays, qui souffle sur les marchés financiers. La bourse dit oui à une opération contre l'Iran, comme les milieux politiques et comme les milieux sécuritaires. Tout ça alors que, apparemment, selon certaines informations, l'Iran commence à plier du genou, demande à reprendre des négociations avec des compromis assez importants. Est-ce que les États-Unis vont dire oui? La question est encore à l'ordre du jour, mais en tout cas, la bourse de Tel Aviv a dit oui à une opération contre le nucléaire iranien. D'ailleurs, sur le dollar, ça peut s'expliquer par l'incertitude vis-à-vis de l'attitude que pourrait adopter le régime iranien. On parle, il y a la rumeur, mais si c'est vrai qu'on n'en est pas encore là, mais de bloquer le détroit d'Ormuz, et là, ce serait effectivement une catastrophe pour le commerce mondial et pour le pétrole. Et pour les Américains, parce que l'indice, le prix du baril aux États-Unis est un des facteurs qui fait tomber les présidents. C'est-à-dire, les Américains sont extrêmement sensibles au prix du carburant à la pompe, et la moindre augmentation risque de mettre Donald Trump en difficulté. Donc c'est vrai que Donald Trump est entre les deux, parce qu'il a aussi l'œil sur les marchés pétroliers, et il ne peut avoir de soutien que si l'Arabie Saoudite est là pour augmenter la production, chose que les Saoudiens ont toujours refusé jusqu'à présent. Et il ne faut pas oublier que l'Iran fait son beurre, si j'ose dire, remplit ses caisses grâce au pétrole qu'elle vend à la Chine. La Chine est derrière l'Iran, l'Arabie Saoudite est derrière les États-Unis. Il y a là un conflit qui dépasse de loin le conflit entre Israël et l'Iran. Donc c'est ça, c'est important ce que vous dites. On reste dans cet affrontement entre blocs, États-Unis, Israël et Occident en arrière-plan, et puis la Chine, effectivement. D'ailleurs, on parle de certaines livraisons de fournitures de matériel, voire de renseignements de la part de la Chine, la Chine en direction de l'Iran, avec la Russie. Qui soutient l'Iran jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas lâché, qui joue un rôle essentiel dans ce conflit. Et je crois que Donald Trump, dans ses hésitations, dans son langage à double sens, a l'œil fixé sur Pékin. Et c'est un des éléments du jeu. Alors c'est plus facile de négocier, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, peut-être avec Poutine, qu'avec les Chinois, qui eux restent très fermes depuis plus de 40 ans sur leur position, leur soutien à la cause palestinienne et leur soutien à l'Iran. Merci Maurice pour cet éclairage. Vous restez avec nous évidemment. On va revenir en images sur cette nuit douloureuse, nouvelle nuit douloureuse en Israël, cette pluie de missiles venus d'Iran directement, dont certains parviennent malheureusement à percer les défenses antiaériennes, pourtant très performantes. Impact, on l'a dit, à Tel Aviv, à Bnei Brak, à Petah Tikva ou même à Haïfa, et le bilan est très lourd. 8 victimes. Récapitulatif de tout cela en compagnie d'Océane Nicole. Voilà ce qu'il reste de cet immeuble, directement touché cette nuit par une attaque iranienne. Nous sommes à Petah Tikva, à l'est de Tel Aviv. Dans ce bâtiment de plusieurs étages, les appartements disposaient d'un abri, mais le missile balistique a frappé le mur qui séparait deux de ces pièces blindées, ne laissant aucune chance aux personnes qui s'y étaient abritées. Jusqu'à présent, une quarantaine de blessés ont été évacués vers différents hôpitaux. La plupart sont légèrement blessés. Nous avons un patient dans un état critique et malheureusement, plusieurs personnes ont été déclarées mortes sur place. Les habitants de l'immeuble ont été évacués. Pour beaucoup, il ne reste rien de leur appartement. Après avoir reçu les alertes, nous sommes entrés dans l'abri et nous avons attendu. 1 minute et demie plus tard, nous avons entendu des explosions supersoniques, des explosions très fortes. Et après, nous avons senti l'explosion à l'intérieur de l'appartement. Dieu merci, la salle sécurisée nous a sauvés. Lorsque nous sommes sortis, nous avons été choqués. L'appartement était complètement détruit. Il ne reste plus rien. À Bnei Brak, ville voisine, là aussi un missile balistique s'est abattu dans une zone densément habitée. Les dégâts matériels sont considérables. Dans les décombres, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'un homme de 80 ans. Il ne se trouvait pas dans un abri blindé au moment de l'attaque. À Tel Aviv, un missile s'est abattu dans le quartier d'Allenby Ben Yehuda. Les restaurants, magasins et immeubles ont été soufflés. Au lendemain de l'attaque, la zone est méconnaissable.
La ville de Haïfa a elle aussi été visée hier soir. Dans cette localité du nord où il y a beaucoup de sites stratégiques, c'est un bâtiment qui a été directement touché par le missile iranien. Nous avons reçu 3 alertes du commandement du front intérieur et nous sommes immédiatement entrés dans l'abri avec les fermé la porte et quelques secondes plus tard, nous avons entendu une très forte détonation. Les fenêtres et les portes, tout a tremblé. Des incendies se sont déclarés, plusieurs morts sont à déplorer. Les victimes ont probablement été asphyxiées car piégées dans les décombres. Voilà, images et bilan très douloureux et très difficiles. On a le plaisir d'accueillir avec nous en ligne Mayar Manchipour. Bonjour et merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes boxeur franco-iranien. Première question que je vous pose, comment est-ce que vous vivez cette guerre en ce moment? Parce que d'un côté, c'est votre pays qui vit cette guerre, et puis de l'autre, c'est un coup qui est quand même porté à un régime que j'imagine que vous combattez à votre manière en tant que sportif de haut niveau. Bonjour à tous, bien sûr. Comme mais la quasi-totalité des Iraniens expatriés, comme une grande majorité des Iraniens vivant en Iran, nous sommes contents qu'enfin quelqu'un soit venu, un pays extérieur, soit venu aider les Iraniens de se libérer d'une occupation. Sachez bien on dit tous que l'Iran est occupé depuis 1975. Ce ne sont pas des Iraniens qui gouvernent, ce sont des monstres religieux qui ont pris les rênes de ce pays. Ça, c'est le côté positif. En attendant, on voudrait qu'il y ait le moins de morts civiles possible, le moins de dégâts possible, que seuls, jusqu'à là ça a été très bien fait, que seules des installations militaires soient touchées. En tout cas, ça vous donne de l'espoir. Ce qu'on comprend quand vous dites ça, c'est que le régime iranien, c'est une parenthèse dans la grande histoire de l'Iran, de la Perse, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. C'est une parenthèse qui doit être refermée, d'une manière ou d'une autre. C'est une longue parenthèse, ça a commencé à être long, 46 ans, ça commence à être long. Vraiment, j'aimerais bien que nos compatriotes, beaucoup de gens n'appréhendent pas, beaucoup de nos compatriotes de culture nord-africaine ou africaine ne comprennent pas, de culture musulmane ne comprennent pas la position des autres Iraniens. Nous sommes en occupation depuis 1979. Ce n'est pas des Iraniens qui gouvernent, ce sont des religieux qui sont là que pour mettre en place leur culture religieuse. Ils volent les ressources du pays, ils tuent des gens du pays. Sachez qu'aussi, évidemment, malheureusement, il y a quelques dégâts collatéraux. Israël a été très précis dans ses attaques. Là, j'ai entendu aujourd'hui qu'apparemment, un hôpital, quelque chose comme ça, une école avait été touchée. Mais sachez que c'est très probablement, sauf si Israël a reconnu, parce que moi j'ai vu des images de missiles qui allaient de terre à terre. Ça veut dire quand les gardiens de la Révolution tiraient sur le terrain même. C'est peut-être j'en sais rien, je n'ai pas les preuves, une manipulation du régime, mais en tout cas, on n'en veut plus. Et il fallait peut-être une force extérieure pour nous aider. Ouais. Ça dépend de quoi, d'après vous, la chute du régime aujourd'hui? Est-ce que ce serait, par exemple, l'élimination d'Ali Khamenei, le guide suprême, ou c'est autre chose? Ça passe par là? Il y a deux clés. L'élimination rapide de Khamenei et l'attitude des gardiens de la Révolution. Puisque les gardiens de la Révolution sont nombreux quand même, ils sont plus de 100 000, ils tiennent l'ensemble des rênes du pays, le moindre armement leur appartient, et surtout l'économie du pays également. Donc, parmi ceux-là, parmi la centaine de milliers, il y a des gens, des opportunistes qui sont là parce qu'on fait vivre leur famille, et il y a vraiment des idéologues. De leur attitude dépendra la suite des événements. Je vous rappelle, les gens ne connaissent pas, ne se rappellent pas de 79, le Shah qui était un saint homme pour notre pays, qui aimait sa population, qui était au service du pays, n'a pas voulu tirer sur les manifestants. Il y a eu quelques jours de résistance et après il est parti. Mais malheureusement, les gardiens de la Révolution et les mollahs, c'est excréments de l'humanité. Ils tueront jusqu'au dernier pour résister, pour rester en place. Des termes forts. Vous pensez justement que la population en Iran, elle est prête aujourd'hui à cette alternance qui est espérée, et on le comprend en vous écoutant, par beaucoup d'Iraniens aujourd'hui? D'ailleurs, ça ressemblerait à quoi? Est-ce que mécaniquement, automatiquement, ça change du tout au tout? On peut imaginer un rapprochement avec Israël, par exemple, rapidement? Je ne sais pas. Vous savez, au contraire de ce que les gens ne le savent pas.
il y a 2500 ans, quand les Juifs, l'élite juive était réduite en esclavage à Babylone, c'est Cyrus le Grand, le fondateur de la monarchie perse achéménide, qui les a libérés. C'est pour ça qu'il y avait énormément de Juifs en Iran. Il y a historiquement des liens forts entre ces deux peuples. Je ne sais pas, Israël, c'est pas ses affaires. Israël aujourd'hui veut se défendre, va peut-être nous aider à nous libérer. C'est un peuple mûr, un peuple très très politisé qui doit choisir son destin et à personne d'autre. Effectivement, Cyrus le Grand qui avait donné son feu vert au retour des Juifs en Israël et à la reconstruction du temple, le deuxième en l'occurrence. Merci beaucoup à vous, Maher Manchipour, un plaisir de vous avoir. Je rappelle que vous êtes notamment champion du monde Supercoq au début des années 2000, si je me souviens. Merci beaucoup à vous, encore une fois. Allez, on va retrouver notre envoyé spécial qui se trouve à Petar Tikva, aux encablures de Tel Aviv, Christopher Barolin. Rebonjour Christopher, on voit ces images derrière vous, encore difficiles de désolation, ces immeubles impactés par la pluie de missiles qui a touché en partie et entre autres Petar Tikva hier soir. Oui, c'est une ville résidentielle, Petar Tikva, aucune cible militaire ici, aucune cible du renseignement, simplement une ville résidentielle de 255 000 habitants, similaire à Bordeaux ou à Lille si on la compare à des villes françaises. Et donc, vous l'avez dit, cette ville a été touchée hier par ce missile iranien, un des 40 missiles tirés sur Israël depuis l'Iran. Et donc là, il y a ce missile qui a touché directement de plein fouet ce bâtiment. C'est les mamades, comme on les appelle ici, les pièces sécurisées à l'intérieur des appartements qui ont été touchées. 2 des 4 personnes qui ont été tuées se trouvaient à l'intérieur, s'étaient réfugiées à l'intérieur de ces abris. Mais malgré tout, malgré ce drame, le Pikoud Haoref, la défense civile israélienne, rappelle qu'il est important de se rendre dans ces abris, que ces abris ne résistent pas en effet à des missiles, à des impacts directs de missiles, mais que ce genre de tragédie, ce genre d'impact direct est assez rare depuis vendredi soir. Selon les statistiques de l'armée israélienne, cela représente à peine 5%, 5 à 10% des cas. L'armée israélienne annonce que 80-90% des tirs iraniens ont été interceptés. Donc sur le reste, 5 à 10% seulement des tirs ont touché des immeubles de plein fouet, comme ça a été le cas évidemment quand un missile touche de plein fouet un immeuble, il ne touche pas forcément le mamad, d'où l'importance de rester dans ces pièces sécurisées. C'est ce qu'a rappelé la défense civile israélienne, c'est ce qu'a rappelé également le maire de la ville qui était présent sur place ce matin. Il a parlé des personnes qui étaient dans ces bâtiments. Il a présenté déjà ses condoléances aux victimes. Toutes les personnes qui habitent ces bâtiments ont été évacuées. On les a vus tout au long de la journée venir récupérer leurs affaires, accompagnés soit de soldats israéliens, soit de membres d'une ONG qui travaille quand il y a ce genre de catastrophe. Ils étaient une dizaine tout à l'heure et ces habitants continuent d'arriver pour tenter de récupérer certaines de leurs affaires pour les jours, les semaines à venir avant la reconstruction donc de ces appartements dévastés par la frappe iranienne aux alentours de 4h du matin tout à l'heure. Des jours difficiles et donc on pense déjà reconstruction. En tout cas, c'est vrai que ce taux d'interception est impressionnant, mais c'est 5 à 10% qui suffisent à provoquer des catastrophes. Merci beaucoup Christopher Barolin en direct de Petar Tikva, tout près de Tel Aviv. Maurice Ifergan avec vous. Le mot de la fin. Si on fait un petit peu le bilan de ces 4 jours pour l'instant donc de guerre, c'est vrai que c'est cette menace très conséquente de missiles iraniens qui visent directement des zones civiles. D'un autre côté, Tsahal qui affirme avoir détruit déjà, outre certaines parties du programme nucléaire iranien, 1/3 des lanceurs de missiles iraniens. C'est conséquent, mais il y a encore beaucoup de travail. En tout cas, ça prend la bonne direction. C'est ce qu'on peut se dire. Je ne sais pas si ça prend la bonne direction. La conclusion qu'on peut tirer, c'est que finalement, le régime des ayatollahs, c'est un peu ce que Mao Tse-tung avait décrit comme un tigre en papier, parce qu'on voit qu'en 4 jours, plus de 30% du potentiel militaire des gardiens de la Révolution a été réduit à néant. Alors imaginez ce qui va arriver encore dans une semaine. Maintenant, je voudrais revenir surtout sur 70 ans, parce que il faut quand même rappeler que le programme nucléaire iranien a débuté lors de l'Empire. C'est le régime impérial qui, dans les années 50 à 70, avec l'aide des États-Unis et des Européens, avait lancé ce programme nucléaire, un programme civil uniquement. En 1979, les ayatollahs prennent le pouvoir. En 1980, ils relancent leur programme avec une visée. Depuis 1980, la visée unique, c'est de détruire l'État d'Israël. Et donc, ça fait maintenant, vous comptez, ça fait plus de 40 ans.
plus de 66 ans que nous sommes en lutte avec l'Iran. Il y a eu une opération qu'on appelait l'opération Opéra en Irak contre un réacteur nucléaire qui a été détruit en 1981, un réacteur qui avait été construit par la France, détruit par Israël. Ensuite, il y a eu l'opération Orcade, on l'a oublié, en Syrie, contre ce qu'on appelait le Cube, c'était le réacteur syrien qui a été détruit en 2007. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on va enfin réussir à détruire le réacteur de Fordow? Dans cette opération, le réveil du Tigre, ça serait la fin de l'histoire et on reviendrait à un Proche-Orient apaisé, sans cette menace d'un nucléaire militaire. C'est tout ce qu'on peut espérer, c'est que finalement, l'Iran, aujourd'hui, se révèle comme un tigre en papier.